Istanbul frappé en plein cœur par le terrorisme. 10 personnes tuées dans un attentat suicide. La plupart des victimes sont allemandes. Ankara accuse l'État islamique. La volte-face d'Angela Merkel dans sa politique migratoire se confirme après les violences de Cologne. La chancelière allemande veut accélérer le renvoi des réfugiés déboutés. Et puis la mesure est radicale en France après l'agression antisémite de Marseille. Le consistoire israélite de la ville conseille aux juifs de ne plus porter la kippa. Bonsoir, bienvenue à la une de l'actualité ce soir. Stupeur à Istanbul après l'attentat qui a touché le quartier touristique de la ville. Le bilan est lourd, 10 morts, une quinzaine de blessés. La plupart des victimes sont allemandes. Les autorités turques ont désigné le coupable, un kamikaze syrien affilié à l'État islamique. Le récit de Joseph Emmanuel. Une très violente explosion vient de retentir. Nous sommes à Sultanahmet, à quelques dizaines de mètres de la basilique Sainte-Sophie et de la mosquée bleue, l'un des quartiers les plus touristiques d'Istanbul. Au moins 10 personnes ont été tuées, une vingtaine d'autres blessées. En quelques minutes, des dizaines de policiers se déploient et les rues sont toutes bouclées. C'était le chaos. Tout le monde courait partout. Les policiers n'ont rien vu venir. Ils ont évacué tout le monde le plus rapidement possible de peur qu'une deuxième bombe n'explose. Très vite, les secouristes sont débordés. Les blessés immédiatement évacués vers les hôpitaux. Les témoins parlent d'une détonation extrêmement puissante, entendue depuis la place Taksim à plusieurs kilomètres. Les démineurs essaient de déterminer la nature des explosifs, mais pour le président Erdogan, une piste est déjà privilégiée. Je condamne fermement cet acte de terreur perpétré à Istanbul. Un acte qui semble avoir été perpétré par un kamikaze d'origine syrienne. Un attentat suicide. Le Premier ministre Davutoglu affirme que l'attaque est signée Daesh. Et selon le vice-premier ministre, l'endroit n'a pas été choisi au hasard. Nous exprimons nos condoléances aux familles des victimes. Malheureusement, la plupart sont des étrangers. Des touristes allemands pour la plupart. L'Allemagne, comme plusieurs chancelleries européennes, appelle ses ressortissants à éviter les lieux touristiques d'Istanbul. Une réunion de crise a été convoquée à Ankara. En ligne avec nous, Barsin Yinanç, journaliste au quotidien turc Hürriyet Daily News. Merci d'être avec nous. Alors tout d'abord, cette réaction par rapport à ces rapports qui affirment que les autorités turques ont interdit aujourd'hui aux médias de donner des informations au moment de l'attentat à Istanbul. Vous confirmez ce blackout ? Est-ce que nous sommes en ligne avec Barsin Yinanç ? Oui, est-ce que vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît ? Vous confirmez ce blackout sur l'information qui a été imposé aujourd'hui par les autorités turques au moment de l'attentat ? Au moment, j'ai pas très bien compris, la ligne est très faible malheureusement. Encore une fois, s'il vous plaît, je vais essayer encore une fois de vous entendre. Alors on va y arriver. Vous êtes journaliste, Barsin Yinanç, et il y a ces rapports aujourd'hui qui affirment que les autorités turques ont interdit aux journalistes justement de communiquer sur l'attentat. Est-ce que vous confirmez ces rapports ? Oui, d'accord. Alors, ce que je comprends, c'est que vous demandez sur le média blackout, l'interdiction sur le média. Évidemment, dès que l'incident est développé, dans une heure ou dans une heure et demie, l'autorité qui est responsable de radio et télévision a pris une décision pour un média blackout. Malheureusement, ce qui devrait être une exception devient une règle générale en Turquie parce que ce type de décision, ça devrait être très exceptionnel. Mais malheureusement, chaque fois qu'il y a un incident pour lequel le gouvernement n'est pas content, alors il prend cette décision. Mais le problème, c'est un peu ironique parce que quand même, nous, en tant que les organes de médias, on a quand même continué à faire nos reportages. Dans les télés, vous pouvez voir les images venant de l'endroit qui est en fait un des plus grandes destinations touristiques. Et pendant toute la journée, on a continué à donner des informations. Mais évidemment, à cause de cette décision,
on était un peu plus attentifs. Mais malgré la décision des autorités d'interdire de donner des informations, quand même la presse turque n'a pas tellement pris la décision au sérieux. Voilà, vous décidez de continuer d'exercer votre métier. Vous le faites en ce moment même sur notre antenne. Racontez-nous quelle est l'atmosphère sur place. Est-ce qu'il y a un climat de psychose ? Et si la question est sur l'atmosphère en Turquie, ça fait moins, vous savez, 30 ans que les Turcs et la Turquie, malheureusement, fait lutte contre le terrorisme. Et ce n'est malheureusement pas la première fois qu'on voit ce type d'attentats en Turquie, dans les grandes villes. Et malheureusement, Sultan Ahmet, il y a un an déjà, et a vu un autre cas où, heureusement, ce cas-là, il n'y avait qu'un seul mort la dernière fois, il y a un an. Mais évidemment, chaque fois qu'il y a un incident qui devient comme ça, évidemment, il y a une tension, les gens essayent d'éviter les endroits qui sont denses. Mais à vous dire la vérité, dans 2-3 jours, la vie se reprend. Mais évidemment, il y a beaucoup de gens qui sont très mécontents du fait que la Turquie a fait beaucoup d'ennemis, surtout au cours de ces derniers ans, et surtout à cause de ce qui se passe en Syrie. Il y a un certain nombre qui pensent que c'est le gouvernement qui est. Alors le gouvernement va peut-être être fragilisé, on va en parler dans un instant. Merci pour ce témoignage en direct d'Istanbul. Alors pourquoi la Turquie est-elle visée aujourd'hui? On en parle tout de suite avec Ali Kazantsegil, politologue, directeur de la revue Géopolitique Anatolie et auteur de l'ouvrage La Turquie, d'une révolution à l'autre. Bonsoir. Bonjour. Alors quel message veulent faire passer les terroristes lorsqu'ils s'en prennent à des touristes, comme ça a été le cas aujourd'hui, et c'est un tournant? Écoutez, effectivement, les terroristes ont choisi un endroit extrêmement emblématique, extrêmement symbolique. Il y a la basilique Sainte-Sophie, c'est une grande mosquée, la mosquée bleue. Il y a l'hippodrome, le fameux hippodrome byzantin où toute la vie politique se passait. Enfin, c'est un endroit absolument extraordinaire. Et ils ont choisi cet endroit. Et ils ont attaqué aussi les touristes pour certainement porter atteinte au tourisme turc. Est-ce que c'est un attentat personnel ou organisé? Enfin, pour l'instant, c'est trop tôt pour le dire, mais c'est certain que c'est Daesh, c'est l'État islamique qui a fait ça. Pourtant, Dieu sait que l'attitude d'Erdogan a été très tolérante, pour le moins tolérante vis-à-vis des djihadistes de Daesh qui sont venus en Turquie. Même, justement, c'est cette ambiguïté qu'il est en train de payer, le président turc. Alors, le président, effectivement, la Turquie paye ses erreurs diplomatiques, ses impasses. Et je veux dire qu'Erdogan avait une vision extrêmement biaisée de la question syrienne, parce qu'il est obsédé par la question kurde. Et comme vous savez, il a repris la guerre contre le PKK dans l'est du pays, en Turquie, mais il est aussi extrêmement inquiet de la possibilité de l'émergence d'un État, d'un territoire autonome, en tout cas kurde, au nord-est de la Syrie, le long de la frontière turque. Comme vous savez, le parti kurde de Syrie est une émanation du PKK turc. Donc Erdogan a très peur de l'émergence d'un pays kurde qui irait depuis l'est et le sud-est de la Turquie jusqu'au nord de la Syrie. Donc alors qu'il était en train de faire la paix avec les Kurdes et l'émergence d'un tel État aurait été tout à fait acceptable pour la Turquie, et il a tout cassé, essentiellement pour des raisons électoralistes, parce qu'il a subi une défaite relative aux élections législatives du 7 juin. Il a perdu la majorité absolue et il a entraîné le pays de nouveau en guerre pour faire peur aux Turcs, pour susciter le nationalisme, etc.
et il a regagné. C'est la stratégie classique, susciter le nationalisme face à un ennemi commun. Merci beaucoup pour ce décryptage, Ali Kassansegil. Et dans ce contexte-là, la coalition internationale continue de bombarder l'État islamique et cette fois-ci, ce sont les ressources financières des djihadistes en liquide qui ont été visées aujourd'hui. Ça s'est passé à Mossoul, dans le nord de l'Irak. La réserve contenait l'équivalent de millions de dollars. On voit ça avec Léa Volbert. Plusieurs millions de dollars partis en fumée. Plusieurs millions de dollars en moins au service de Daesh. Ce lundi, la coalition internationale a bombardé une banque de Mossoul au nord de l'Irak. 2 bombes de 900 kilos lâchées sur la principale réserve d'argent liquide du groupe terroriste. Le 16 novembre dernier, le G20 avait déjà promis de renforcer le combat contre le financement du terrorisme. Si plusieurs banques ont déjà été touchées, le chemin vers l'anéantissement financier de l'État islamique reste long. Selon le Centre d'analyse du terrorisme, Daesh est aujourd'hui le groupe terroriste le plus puissant de l'histoire, avec un patrimoine évalué à 2,260 milliards d'euros. Contrairement à d'autres groupes djihadistes comme Al-Qaïda, l'État islamique est une entité financière autonome qui puise principalement ses ressources des quelques 10 millions d'habitants de cette province, à cheval entre la Syrie et l'Irak. Industrie, commerce, banque, rien n'échappe au contrôle de Daesh. En 2015, le budget de l'organisation était estimé à 2,5 milliards d'euros, un patrimoine en évolution constante. En 2014, ce budget s'élevait à 2 milliards d'euros. Et dans ce contexte-là, volte-face d'Angela Merkel sur les migrants se confirme. La chancelière allemande a plaidé aujourd'hui auprès de son homologue algérien pour que les ressortissants algériens déboutés du droit d'asile en Allemagne puissent être renvoyés plus rapidement qu'aujourd'hui vers leur pays. Explication, Julia Galancia. L'Allemagne durcit sa politique migratoire et certains disent déjà qu'il y aura un avant et un après Cologne. Les reconduites aux frontières des criminels étrangers vont être facilitées, une réforme décidée à la suite des agressions attribuées à des migrants le 31 décembre. C'est une réponse dure mais bonne de l'État à ceux qui, bien qu'ils cherchent ici la protection, croient qu'ils peuvent commettre des délits sans que cela n'ait de conséquences sur leur présence en Allemagne. Les étrangers condamnés à une peine de prison, même avec sursis, pourront ainsi être obligés de quitter l'Allemagne. Jusqu'ici, 2 types de procédures existaient. La plus stricte prévoit que tout étranger condamné à au moins 3 ans de prison soit expulsé dans son pays d'origine si sa vie ou sa santé n'est pas menacée. La seconde prévoit un simple ordre de quitter le territoire s'il a été condamné à 1 an de prison ferme. C'est cette procédure qui sera facilitée pour couvrir aussi les peines avec sursis. Les criminels doivent rendre des comptes de manière conséquente en Allemagne. Pour les criminels étrangers, l'expulsion est l'une de ses conséquences. Au total, plus de 500 plaintes ont été déposées pour des vols et surtout pour des agressions à caractère sexuel commises la nuit de la Saint-Sylvestre à Cologne. Les autorités les attribuent à des migrants originaires du Maghreb et du monde arabe. Depuis, l'Allemagne est plongée dans un virulent débat sur l'accueil des demandeurs d'asile. Devant son homologue algérien, Angela Merkel a réaffirmé son exigence. Les ressortissants algériens déboutés du droit d'asile en Allemagne doivent être renvoyés plus rapidement qu'aujourd'hui dans leur pays. Et ce changement de politique pourrait résonner au-delà des frontières de l'Allemagne. On en parle tout de suite avec Alberto Toscano, journaliste spécialiste des questions européennes. Bonsoir. Bonsoir à vous. Alors est-ce que ce changement justement de politique d'Angela Merkel sur les réfugiés va influencer celle de toute l'Europe finalement, puisque la chancelière allemande a toujours joué un rôle de précurseur en la matière? Oui, la chancelière allemande est en train de changer à plusieurs reprises. Et ce changement est le 3e changement. Alors, il faut que la chancelière allemande décide quelle est la véritable ligne du gouvernement allemand. Parce que, dans un premier temps, la chancelière Angela Merkel a décidé d'ouvrir les frontières aux réfugiés et, en réalité, aux immigrés en général. Parce que l'industrie allemande a besoin de main-d'œuvre. Et parce qu'elle ne voulait pas passer pour la méchante sorcière de l'Europe qui dit non. Ensuite, il y a eu une telle vague d'immigration en Allemagne qu'elle a dû fermer ses frontières. 3e acte, aujourd'hui, après les incidents de Cologne, après les incidents de la nuit du 31 décembre, elle dit « Je veux refouler ceux qui sont soupçonnés d'avoir commis un acte criminel ». Donc il y a toute une série de changements qui donnent
aux réfugiés, qui donne à l'Europe, qui donne aux pays du Moyen-Orient la sensation d'une Allemagne incapable de définir sa stratégie vis-à-vis du problème fondamental qui est le problème de l'immigration étrangère en Europe aujourd'hui. Et sur le plan intérieur, cette inconstance d'Angela Merkel, elle peut lui coûter politiquement ? Excusez-moi, je n'ai pas entendu. Cette inconstance que vous nous décrivez dans la politique migratoire d'Angela Merkel, c'est un risque, ça peut lui coûter politiquement sur le plan intérieur ? Sans aucun doute, parce que Angela Merkel aujourd'hui est affaiblie vis-à-vis de son opinion publique. Son opinion publique voudrait une ligne dure. Il y a une extrême droite allemande qui essaie de faire de la démagogie sur ce sujet, du populisme. Et Angela Merkel, incapable d'être cohérente, incapable de gérer sa propre ligne politique, mais aussi la ligne politique de l'Europe tout entière. Parce que la ligne politique allemande, aujourd'hui, est le point de référence pour l'Europe tout entière. Cette Angela Merkel est profondément affaiblie, à la fois en Europe et dans la politique intérieure allemande. Merci Alberto Toscano pour cette analyse. On le rappelle, ce sont les agressions sexuelles du Nouvel An à Cologne qui ont poussé, entre autres, Angela Merkel à fléchir sa politique. Et on l'a appris aujourd'hui en Autriche aussi. La nuit du Nouvel An a été l'occasion de violences sexuelles. Une dizaine de plaintes ont été déposées en ce sens. Ces nouveaux chiffres de l'immigration en France, à présent, dans ce contexte de crise de réfugiés, le nombre de demandeurs d'asile a explosé dans le pays en 2015, hausse de 22%. Décryptage, Léa Berdugo. Avec près de 80 000 demandes d'asile en 2015, les réfugiés sont de plus en plus nombreux à frapper aux portes de la France. Même si le pays reste très loin des niveaux enregistrés en Allemagne, Berlin a en effet accueilli plus d'1 100 000 requêtes l'année dernière. Principal pays d'origine des demandeurs d'asile, la Syrie. Plus de 5000 demandes déposées qui ont quasiment toutes été acceptées. 97% de ces Syriens ont pu rester en France. Les requêtes en provenance du Soudan ont-elles triplé? La cause, des milliers de demandes déposées à Calais par des candidats ayant abandonné l'idée de rejoindre la Grande-Bretagne. En troisième position, le Kosovo, et cela bien qu'il ait été replacé sur la liste des pays d'origine sûre. Ces chiffres illustrent bien la crise actuelle des réfugiés, avec la constitution en France de campements à Calais ou à Paris. Ce bilan marque donc une reprise logique de la demande adressée à la France, alors que l'année 2014 s'était soldée par un recul de 2%. Quid de 2016 ? Les experts s'attendent à une poursuite de la hausse de la demande, du fait notamment du processus de relocalisation, c'est-à-dire la prise en charge par la France de 30 000 réfugiés sur 2 ans dans le cadre des accords européens. Et promesse tenue du gouvernement français, les conteneurs en dur échauffés du camp de la Lande à Calais ont accueilli leur tout premier occupant. Un moyen de mettre à l'abri d'ici la fin du mois 1500 des quelques 4000 migrants actuellement présents dans ce qu'on appelle la jungle. Gabriel Nolin. Pour quitter la jungle, des containers. Ce lundi, Calais a ouvert son premier centre d'accueil en dur pour les migrants. 144 personnes recensées comme étant les plus vulnérables ont pu s'installer dans ce camp. D'ici à la fin du mois, ces 125 containers devront accueillir 1500 habitants de la jungle. Prise électrique, lits superposés et chauffage, un confort spartiate dont semblent se satisfaire les nouveaux arrivants. Dans la jungle, il fait froid, il y avait de l'eau de pluie. Ici, nous sommes protégés et il fait chaud, c'est vraiment bien. Une initiative dont se félicite la préfecture. Aujourd'hui, la France est capable de proposer à chaque migrant de Calais une solution digne. Donc nous avons une réponse pour chacun des migrants de Calais. Les containers devraient finir d'être aménagés à la fin janvier et d'ici là, chaque jour, c'est 50 nouveaux migrants qui seront accueillis. La préfecture le précise, ces logements sont provisoires. L'accès au camp est strictement réservé aux habitants recensés et son entrée est garantie par un système d'identification. Donc, il y a un logiciel qui permettra de contrôler les entrées, mais qui n'est pas du tout un logiciel d'empreinte. C'est simplement un logiciel qui prend la forme de la main et qui est validé par la CNIL. La plupart des migrants de Calais veulent aller en Angleterre. Ils sont entre 4500 et 5000 à vivre dans des conditions précaires. On en vient à cet appel qui suscite de nombreuses réactions, celui lancé aujourd'hui par le président du consistoire israélite de Marseille, Zvi Amar. Il a conseillé à la communauté juive de ne plus porter la kippa après l'agression d'un enseignant juif de Marseille. Nous serons en ligne avec lui dans un instant, mais d'abord, écoutez justement le témoignage de cet enseignant. Il est toujours sous le choc.
Je me sens très fatigué. C'est une situation très difficile. Comme vous pensez, hein, c'est quelque chose qu'on peut pas imaginer. Et très dur à vivre. Voilà. Et nous sommes donc en ligne avec le président du consistoire israélite de Marseille, Diamar. Bonsoir. Bonsoir. Vous maintenez votre appel ce soir malgré les critiques qu'il a suscitées? Écoutez, d'abord, je veux préciser mes propos. J'ai dit que je recommande, je n'impose rien du tout, je recommande aux membres de ma communauté, vu le contexte actuel, sur le plan sécuritaire, vu les divers actes terroristes, antisémites que nous avons subis sur Marseille, et je me limite sur Marseille, je pense qu'il est préférable aujourd'hui d'éviter de mettre la kippa dans la rue, je ne dis pas ailleurs, dans la rue, pour ne pas qu'on soit identifié facilement par ces terroristes qui n'ont peur de personne, qui n'ont pas froid aux yeux, que pour eux, la haine du juif, c'est leur priorité. Et comme on dit, quand ce jeune de 16 ans, qu'on ne peut jamais penser à un jeune de 16 ans, brillant élève, puisse avoir un couteau, 2 couteaux même, pour dire à la victime, je vais te trancher la tête à la Daesh. Et qui se réclame aujourd'hui en lui disant haut et fort, oui, je fais ça au nom de Allah et de l'État islamique et de Daesh. Donc, c'est une recommandation limitée dans le temps, bien sûr, et dans l'espace. Donc, mais est-ce que ce n'est pas un message est-ce que ce n'est pas céder face aux terroristes? C'est ce que dit le président du CRIF ce soir. Il dénonce une attitude défaitiste. Est-ce que ce n'est pas céder face au terrorisme? J'ai beaucoup de respect pour le président du CRIF, Roger Kuckerman, et moi, je dis ce que je pense. Moi, je préfère prendre cette décision et avoir tort demain, et que rien ne se passe, que Dieu préserve, il se passe quelque chose de dramatique dans notre communauté, et que j'aurais peut-être regretté de ne pas prendre cette décision à temps. Votre inquiétude, les leaders de la communauté... C'est une raison de sécurité, ni plus ni moins, de responsabilité. Alors c'est une attitude que comprennent les leaders de la communauté juive aujourd'hui, mais ils redoutent, en tout cas c'est le cas du grand rabbin de France, Raïm Korsia, il s'exprimait un peu plus tôt sur notre antenne, et il redoute que cette mesure finalement donne l'élan à d'autres mesures, que ça n'ait plus de fin. On va commencer avec la kippa, et puis il va falloir raser, disait-il, la barbe des rabbins. Est-ce que c'est un processus qui est sans fin? Non, pas du tout. Je n'ai jamais parlé ni de barbe. Et même quand tu parles de kippa, je ne m'adressais pas pour les rabbinim. Les rabbinim, bien sûr. Ce sont aussi des cibles, ce sont peut-être les premières cibles de l'antisémitisme. Non, mais c'est vrai, je sais que cette décision est très dure et très difficile. À moi, personnellement, j'ai mal, j'ai très mal. Comme on dit en hébreu, j'ai mal au ventre. Mais je pense qu'aujourd'hui, vu le contexte d'aujourd'hui, on ne peut pas laisser que les sentiments parler. Il y a aussi être rationnel, être réaliste et pragmatique. Aujourd'hui, on ne peut pas demander aux autorités de protéger chaque juif, même dans la rue. Et donc, je dis, c'est une suggestion, ni plus ni moins. Et peut-être le bon côté de la chose, c'est que maintenant tout le monde réagit. Et bien peut-être que les gens maintenant prennent conscience, et je parle des autorités, je parle des responsables, je parle de tout le monde, qu'on doit peut-être changer notre manière de voir les choses. Bien sûr, nous continuerons à être fiers de notre judaïsme, nous continuons à faire notre vie de juif quotidienne. Et il n'est pas question de C'est possible de dire cela, de dire que les Juifs peuvent poursuivre leur quotidien aujourd'hui à Marseille lorsque vous leur demandez d'arrêter de porter la kippa? C'est un quotidien qui est perturbé. Dans quel état elle est aujourd'hui, cette communauté juive de Marseille? Dans quel état d'esprit elle est? Cette communauté n'a pas peur. Cette communauté a tout simplement, elle est inquiète. Elle est inquiète. Et aujourd'hui, ce que je dis, c'est un appel à la vigilance. C'est un appel à la prudence. Si on veut maintenant fermer les yeux, boucher les oreilles et de dire il ne se passe rien et
tout va très bien, Madame la Marquise. Bon, ça, je respecte pour ceux qui pensent comme ça. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Je sais que ça fait mal. Ça me fait mal à moi le premier. Mais moi, je dis aujourd'hui, en limitant ça dans le temps, et je ne parle pas ni de barbe, ni de rabbinim, ni de chapeau pour les rabbinim, ni de kippa pour les rabbinim. Je parle surtout pour les enfants. Moi, c'est mon souci, surtout pour les enfants qui ne peuvent pas. Hier, Dieu merci, avec grand bravoure et grand courage, cet enseignant s'est battu. Oui, il est encore sous le choc, on a entendu son témoignage. Merci beaucoup pour cette réaction. Merci Zvi Amar pour cette réaction sur notre antenne sur I24. Nous, je vous retrouve dans une poignée de secondes. C'est la suite du Grand Direct. Restez avec nous.